Bonjour, bonjour. On a un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir de faculté FSA. Il a fait mon travail beaucoup plus facile. Il a fait son bac en biochimie à l'Université de Sherbrooke. Il a fait ça, un bac, pas complet, j'avais pas cette information là. Maîtrise en sciences animales, doctorat en sciences animales à l'Université de Laval, et ensuite un postdoc à l'Université de Guelph, ensuite retourné à Laval comme prof. Bon, l'une des choses qui est très intéressante, c'est qu'il fait beaucoup de génomique. C'est pour ça qu'il crée un lien très intéressant entre l'IBIS et son travail, la création de centres Genovalia. Je vais vous parler aujourd'hui. C'est quoi Genovalia? Et je pensais que c'était une très bonne occasion pour entendre ce qu'il fait et comment ça peut nous aider par rapport. Merci, Claude. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai deux conférences en une. La première, ce sera le projet qui vient de se terminer sur la génomique du caribou. C'est parce qu'entre autres, après que David m'a invité, il y avait Juan Carlos qui était aussi en CC. J'ai demandé qu'est-ce que vous voulez que je présente, puis il y en a un qui m'a répondu le caribou, l'autre a dit Genovalia. Fait que je ferai les deux. Ça devrait rentrer dans le temps. Donc, vous avez ici, en fait, dans les 6 dernières années, on a travaillé sur différentes espèces. On a travaillé chez le porc, on a fait de la cytogénétique, de la génomique pour la qualité de la viande. Puis le projet Caribou, je vais le présenter aujourd'hui. Puis on a présentement un projet sur la génomique du mouton. On a fait aussi de la vache laitière, surtout entre autres décrire le patrimoine génétique de la vache canadienne. Puis, on a aussi des souris au CHUL là, pour étudier deux gènes en particulier qui ont un lien avec la reproduction. Puis, j'ai mis les abeilles. C'est pas moi qui est vraiment impliqué, comme vous savez, c'est Pierre Gio qui fait ça, les abeilles, mais on a travaillé avec lui pour mettre en place le programme de sélection d'abeilles. Puis, ça a une place particulière pour moi parce que c'est le seul programme d'évaluation génétique chez les animaux qui est vraiment roulé au Québec. Tous les autres programmes de sélection génétique sont tournés à Guelph, mais celui-là, c'est le seul qui est roulé au Québec, puis c'est celui qui est au Cressade pour la sélection des abeilles. Fait que le projet sur la génomique du caribou impliquait beaucoup de monde. En fait, c'était avec Steve Côté, Arnaud Droit à l'Université Laval, puis ensuite, on avait notre partenaire qui était autrefois appelé le MFFP, qui est aujourd'hui un acronyme imprononçable, là, le MELCCFP. La raison pour laquelle nous avons été contactés, c'est qu'à l'époque, il y avait encore de la chasse au caribou. Puis comme il y avait encore de la chasse au caribou, ben, il y avait certaines populations qui étaient protégées, puis d'autres populations qui ne l'étaient pas. Puis il fallait faire une identification de l'animal ou de la viande qui avait été trouvée pour savoir dans quelle population il avait été chassé. Puis grosso modo, les techniques de microsatellites ne permettaient pas d'avoir une précision suffisamment grande sur certaines populations de caribous. Donc, l'idée est venue en discutant avec eux qu'on pourrait y aller non pas avec des microsatellites, mais avec des SNP. Donc, développer des marqueurs de type SNP, j'y reviens tantôt, pour faire des signatures génétiques, puis ensuite identifier ces signatures génétiques-là à certaines populations. Je sais que vous le savez, mais je le présente rapidement. Donc, un SNP, c'est simplement une lettre qui diffère en deux brins d'ADN. Ça peut être le même brin. En fait, les individus diploïdes ont deux brins d'ADN, un provenant de leur père, l'autre de leur mère. Donc, c'est peut-être une différence de lettre entre ces deux brins-là ou entre deux individus différents. Donc, l'objectif, c'était à la base de faire un catalogue de SNP. On ne savait pas quel SNP mettre sur la puce pour faire une assignation. Donc, il fallait faire un recensement. Fait que le recensement a été fait, comme vous le voyez ici en haut. Fait que, on a recensé des individus, non seulement ici au Québec, mais aussi un peu partout. Donc, on avait des animaux, des échantillons qui provenaient du reste du Canada. On avait aussi des échantillons qui provenaient du Groenland, de la Finlande, de la Russie, donc de l'Eurasie. Ensuite, on a eu des échantillons du Québec. On en avait quand même pas mal. Puis l'idée, c'était d'échantillonner les différentes populations.
Il y a différentes approches qui ont été utilisées. Vous voyez, en fait, le 5X, c'était qu'on a fait du séquençage de génome entier avec une profondeur de 5X pour les différentes, en fait, les deux premiers groupes. Puis ensuite, le troisième groupe, là, on a fait aussi une 200 environ, mais 182 échantillons en 5X ici au Québec. On a fait 20 échantillons en 30X. Puis ensuite, on a fait 672 échantillons en GBS. L'idée, c'était d'identifier des allèles privés pour certaines populations de caribous au Québec. Pour vous donner une idée, une fois qu'on a fait de la sélection des SNP, puis comme vous le savez, la sélection des SNP peut se faire de différentes façons avec différents cutoffs, mais si on avait des cutoffs assez stringents, c'est ce que ça nous a donné. Fait qu'on on voit qu'il n'y a pas énormément d'overlap entre les différentes approches. Fait que ça veut dire que chaque approche a été complémentaire l'une par rapport à l'autre. Je vous dirais que probablement que la raison pour laquelle on n'a pas autant de SNP en 5X puis en GBS, c'est une question de profondeur. Quand on était à 5X, là, si j'avais à le refaire, je le referais à 8, 10, 12X. Parce qu'à 5X, là, des fois, on n'est pas toujours sûr que l'allèle qu'on a, c'est vraiment un allèle alternatif. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de génome de caribou. Il y avait une équipe en Chine qui avait tous les morceaux en short read. Fait qu'il y avait une méchante boîte de morceaux, mais il n'y avait pas vraiment un génome complet assemblé. Donc, on s'est penché sur la question, puis on l'a fait comme les gens le font traditionnellement, là, in silico. Puis en plus, une fois qu'on avait les morceaux, on les a positionnés avec l'hybridation in situ sur les chromosomes. Donc, on a réussi à assembler le puzzle qu'on avait en génome assemblé au niveau chromosomique. À la base, ce qu'on avait, c'est que, comme vous avez là, le premier génome, là, le génome qui provenait de la Chine, puis ensuite, il y a d'autres efforts de séquençage qui ont déposé au NCBI leur assemblage de génome. Là, nous autres, on était super contents en 2021 d'arriver avec jusqu'à maintenant le meilleur assemblage de génome. Puis en 2023, une fois qu'on a fait le positionnement sur les chromosomes, on était capable d'en fournir un encore meilleur. Puis là, on avait, en février 2023, on se disait, hein, essayer de battre ça, ça va être tough. Ils nous ont battus en 4 mois. Parce qu'en réalité, ils ont récupéré l'assemblage qu'on avait soumis en février. Puis en fait, le projet des Norvégiens pour le génome du caribou de Svalbard, ils se sont servis de ça comme scaffold pour assembler leur propre génome, puis il est meilleur que le nôtre. Donc, c'est le génome de référence qui est présentement utilisé, c'est le dernier en bas. Pour les amateurs de technologie, pour faire l'assemblage, on s'était fait donner un morceau de viande d'un caribou qui s'est malheureusement fait frapper par un camion. Puis là, on a pris cet échantillon-là, on a extrait de l'ADN de très hauts fragments, de très hauts poids moléculaires. Puis ce même échantillon-là, on l'avait passé en short read sur du ISeq X, puis on avait aussi fait du long read avec du PacBio mélangé avec du 10X Genomics, qui nous permettait de faire des grands fragments génomiques. Du catalogue de SNP, on a fait un choix. Donc, on a identifié des SNP. On avait différents panels qu'on voulait mettre en place. Un des panels pour générer une signature pangénomique, c'est 53 580 SNP qui sont espacés de façon égale partout dans le génome. Ça permet vraiment d'interroger l'ensemble du génome. Puis ensuite, on avait 8000 SNP à peu près là, dans l'identification, donc les fameux allèles privés qu'on avait trouvés en GBS pour faire de l'assignation populationnelle. Puis, il y avait un collègue à Calgary qui, lui, avait fait d'autres analyses, qui, lui, avait identifié 1600 ou 1700 SNP associés au comportement des caribous, soit qui étaient migrateurs, soit qui étaient sédentaires, en Alberta. Donc, on avait de la place. On lui a offert de mettre ces SNP sur la puce. Donc, c'est ce qui a généré la fameuse puce à SNP. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que, bon, une fois que vous avez un échantillon, il faut en extraire l'ADN, puis génotyper sur les puces Illumina. Simplement, là, ça fonctionne comme vous le pensez. C'est que les puces contiennent une série de sondes. Ces sondes-là correspondent à la séquence du caribou. Puis la dernière lettre, c'est le fameux SNP. Fait que lorsqu'on hybride des échantillons, il va y avoir un appariement.
Et ensuite, c'est des successions de lavage où est-ce qu'on ajoute des fluorophores qui ont des couleurs. Puis si c'est dans ce cas-ci pas le bon fluorophore, ben ça ne collera pas. Et avec le bon fluorophore, ben à ce moment-là, vous allez avoir une émission de couleurs. Puis à la lecture, ben, ça donne ça. Si vous avez un homozygote, un hétérozygote ou un autre homozygote, ben, vous allez avoir un ratio de fluorescence. Je vais revenir tantôt à ce ratio de fluorescence-là parce que ça a eu des impacts sur la validation de la puce. Fait que dans le fond, ce qu'on s'attend, c'est que c'est soit 100 comme soit 100 rouge, 100 vert, ou des 50 rouge, 50 vert. Fait que c'est une information utile pour tantôt. Fait que là-dessus, ben, on a 63 336 éléments qu'on peut mesurer dans le génome de chacun des caribous. Fait que pour la validation, on avait des besoins de valider du côté de la médecine ou plutôt du biolégal, du côté du ministère de la Faune, déterminer si la puce est sensible lorsqu'on n'a pas l'échantillon optimal. Fait qu'on a fait une dilution, puis on a utilisé des échantillons qui étaient moins concentrés. Puis ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a quand même 87 de call rate avec un taux d'erreur de 8 ici, on est à peu près à 4 nanogrammes de matériel. Fait que vous avez la recommandation là, du fabricant qui demande qu'on ait 2 microgrammes de matériel qui est envoyé pour hybrider. Si vous avez des poils avancés de 2 microgrammes, ça va prendre beaucoup de poils. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de travailler avec vraiment des quantités très, très, très inférieures à ça. Ce que vous avez à droite, c'était si on fait des mesures répétées, c'est quoi le coefficient de variation? Bien, grosso modo, c'est super robuste, là, ça ne varie pas tellement, c'est très proche d'une mesure à l'autre. Il y avait des inquiétudes au niveau de la qualité de l'ADN. Est-ce que l'ADN, si elle est fragmentée, ça a un impact sur le génotypage? Puis, vous voyez, il y a beaucoup d'échantillons là-dessus. Le call rate passe encore là de 87 à 80, 95, 96 puis, ça ne change pas énormément en fonction. La pente, elle est significativement, réellement significativement importante selon le test statistique, mais elle est carrément inintéressante au niveau biologique. Il n'y a pas vraiment d'impact. Vous êtes capable de tirer des bonnes conclusions avec de l'ADN qui est fragmenté ou de l'ADN qui est en très, très belle qualité. L'autre besoin, c'était de déterminer si le type d'échantillon avait un impact. Puis, dans le fond, la réponse, c'est tant qu'il y a de l'ADN, ça marche. Fait que ce qui arrive avec les blood swabs, les écouvillons sanguins, c'est que s'il n'y a pas suffisamment d'ADN dedans, mais ça ne fonctionne pas. Fait que, mais si vous avez un peu d'ADN, ça marche. Je dois mentionner par contre que pour ce qui est des fesses, ça prend évidemment du mucus alentour des fesses. Fait que nous, on le fait dans un dispositif de laboratoire où est-ce qu'évidemment, on a un paquet de petites pellettes, puis on choisit la plus belle, puis on choisit celle qui a le plus de mucus, puis on choisit, tu sais, fait que ça fonctionne bien. Sur le terrain, lorsque la personne qui ramasse les fesses met ça dans ses poches, puis ça en vient, ça se peut que ça fonctionne moins bien. Fait que là, présentement, sur le terrain, on n'a pas le résultat aussi beau avec les fesses. C'est simplement du fait qu'il faut vraiment il faut vraiment que la crotte soit préservée, puis il faut vraiment qu'on soit capable d'aller vraiment retirer le mucus comme il faut sur la crotte. Parce que sinon, s'il y a un mélange, bien, oui, on a de l'ADN, mais ce n'est pas de l'ADN de l'autre. C'est de l'ADN de bactéries ou de peu importe quoi, du dernier repas de l'animal. C'est pour ça que ça cause problème. L'autre inquiétude, c'est si on arrive sur une scène puis il y a eu de l'abattage de plus qu'un animal, est-ce que ça va influencer la capacité de la puce à identifier dans quelle population ça vient? En gros, ce qu'il faut être capable, c'est d'identifier les échantillons contaminés. C'est pas grave, c'est un échantillon contaminé, on le rejette. C'est juste qu'il ne faut pas qu'un échantillon contaminé nous amène à faire une fausse déclaration sur un chasseur en disant qu'il a chassé la mauvaise population. Puis, étrangement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus l'échantillon était contaminé à peu près à 50 on perdait, en fait, au niveau du call rate. Peu importe, vous avez vu tantôt, là, le call rate il était vraiment bon. Mais là, on se ramassait avec des call rates à 70 puis là, ça ne fait pas de sens. Pourquoi? On avait suffisamment d'ADN, ça ne fonctionne pas, puis on s'est creusé un peu beaucoup la tête là-dessus. Fait que tout ce qu'on sait, c'est qu'on est capable d'identifier un échantillon qui contient qu'un seul animal. Ça, c'est les échantillons en rouge au bout. Mais les autres échantillons qui sont mêlés, on voit que le call rate change énormément.
Fait que ça encore là, ça a pris du temps avant qu'on comprenne. Puis la réponse, elle est ici. C'est que lorsqu'on regarde les signaux bruts, fait que dans le fond, chacun des points qu'on a ici en haut, c'est un signal de fluorescence pour un SNP. Fait que normalement, comme je vous ai parlé, les ratios devraient être soit 0, soit 100, soit 50. Mais quand on a un échantillon contaminé, comme vous avez ici, ben là, vous avez en haut, là, si vous avez deux homozygotes, ces deux animaux sont homozygotes pour le même génotype, c'est pas un problème, c'est juste comme si vous avez plus d'ADN. S'ils sont hétérozygotes tous les deux, c'est pas un problème. Si dans le fond, vous avez deux homozygotes opposés, ça fonctionne quand même. Par contre, pour les autres, là, on se rend compte qu'il y a un ratio qui est anormal. Pour la première ligne, là, vous avez 3A pour un B. Fait que dans le fond, vous allez avoir un signal 3 quarts pour, disons, le rouge, puis 1 quart pour le 25. Fait que ça va se ramasser à ce niveau-ci. Fait que ça fait des nuages de points complètement atypiques. Fait que ça, le logiciel, il les rejette. Fait qu'aussitôt que ça arrive à l'écran, mais le logiciel appelle ça un no-call. Fait que c'est la raison pour laquelle on avait une super grosse perte de call rate à cause de ça. Puis ça s'amplifie en réalité parce que ceux-ci, si on n'a pas un ratio 50-50, bien là, on a un ratio qui vient aussi tout croche. Fait qu'en réalité, on perd du signal dans cet ordre-là. Fait qu'il y a beaucoup de SNP qui disparaissent parce que l'appareil ne les détecte pas. Ce qui fait que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est capable d'identifier les échantillons qui contiennent plus qu'un individu. Au moins, on les rejette, au moins, on ne fait pas un faux diagnostic sur cet échantillon-là. L'autre élément, c'est à savoir est-ce que la puce est capable de déterminer l'hybridation interespèces, puis ça fonctionne super bien. Là, ici, on a pris un échantillon de caribou de haute qualité, puis ici, un échantillon de caribou de piètre qualité. C'est 4 anagrammes d'échantillons qu'on a pris ici. Ce qu'on voit, là, c'est qu'un mauvais échantillon de caribou, ça ressemble à un chevreuil. Mais au niveau de l'hétérozygotie, ça ne ressemble pas. Ça veut dire que les SNP sont calés, mais chez le chevreuil, ce n'est pas un SNP. C'est une région qui n'est pas polymorphique à cette région-là. Donc, encore une fois, on est capable de facilement déterminer si c'est un caribou ou si ce n'est pas un caribou. Au final, la puce, elle est sensible, elle est robuste, elle a beaucoup de qualité. Puis l'autre chose qu'on voulait aussi s'assurer, c'est qu'on soit capable de sexer les animaux. Puis le sexage avec une puce à SNP, c'est super simple. C'est que dans chez les mammifères diploïdes, normalement, les femelles ont 2X. Fait que normalement, sur les SNP du chromosome X, on devrait avoir un certain pourcentage d'hétérozygotie. Tandis que les mâles ont juste un X. Fait que ça, les autres vont être homozygotes sur tous les SNP du chromosome X. Sauf pour les femelles consanguines. Fait que les femelles qui sont très consanguines, pensez à Val d'Or, pensez à Gaspésie, pensez. Certaines femelles consanguines pouvaient avoir une tendance à ressembler à des mâles, simplement parce qu'ils n'ont pas de diversité génétique au niveau du chromosome X. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté on avait prévu des SNP associés à la présence du chromosome, pas du chromosome, du gène SRY, qui est juste sur le chromosome Y. Fait qu'avec les deux, là, on est capable de vraiment séparer puis de sexer les individus de façon précise. Donc, l'idée, c'était de tester la puce aussi au niveau populationnel. Fait qu'on prenait, c'est le ministère de la Faune qui nous a fourni les données télémétriques, donc on sait d'où viennent les échantillons, d'où vivent les animaux. Puis ici, vous avez en fait la position des individus, puis le point en vert, il est important parce que ce point en vert-là, c'est le seul qui nous a embêtés en réalité. Fait que quand on fait au niveau de l'assignation, on a fait un LOD score. Puis là, ici, sur l'échelle que vous avez en B, là, on a vraiment maximisé à 20 pour être capable de voir un peu le bas de l'échelle. Parce qu'on a des LOD scores à 150, puis on a des LOD scores à 200. C'est juste que, juste pour que ce soit visible, là, on l'a topé à 20. Là, vous avez des échantillons ici qu'on a vraiment identifié que la population d'origine, en fait, la population d'origine fit avec ce qui était avec le collier. Ceux-là ne fitent pas, mais ici, on peut penser, c'est toute réserve, que c'est des hybrides récents. Ça veut dire que c'est peut-être un accouplement entre un caribou migrateur avec un caribou forestier. Tandis que le vert en haut, c'est peut-être un migrant.
parce qu'il vient de là. Fait que dans le fond, nous autres, on l'a appelé migrateur, mais techniquement, ça devrait être un forestier. Mais il est là, puis l'autre population est là. Fait que on le sait pas. C'est juste que là, présentement, cette identification-là au niveau du collier nous dit que c'est pas une bonne assignation. Fait qu'à ce moment-là, on a fait des tranches, puis on a proposé au ministère de la Faune de dire que en bas de 5, on dit que on ne peut pas conclure. De 5 à 15, on peut conclure, mais il peut y avoir une erreur. Je ne suis pas sûr que c'est une erreur. Puis en haut de ça, ben, on est pas mal sûr. Après, on a regardé si les fameux paramètres qu'on a testés tantôt sur la fragmentation de l'ADN, sur la quantité d'ADN, avaient des impacts sur l'assignation. Ça amène un léger taux d'erreur. Qu'est-ce que ce taux d'erreur-là peut influencer où est-ce que l'assignation va avoir lieu? Puis, comme vous voyez, là, selon les tranches qu'on a fait, on ne fait pas vraiment d'erreur, puis on est capable d'enlever les erreurs avec les seuils qu'on a marqués, sauf le fameux spot vert. Puis en bas, ben, c'est la même chose, c'est que là, c'était de la contamination entre des individus. Fait qu'en haut, on a des individus purs, puis plus bas, ben, c'était les mêmes échantillons où est-ce qu'on a mélangé volontairement de l'ADN de 2 caribous. Mais on est capable, encore une fois, d'identifier les échantillons qui contiennent plus qu'un animal, puis on est capable de mettre des seuils où est-ce qu'on est sûr de ne pas se tromper. Finalement, on a regardé au niveau de là, on regardait au niveau des écotypes, mais si on regarde au niveau populationnel, là, je parle au niveau de la harde, mais ici, ce qu'on a, c'est la population vue en télémétrie. Fait que ça, c'est les différentes hardes, différentes couleurs. Puis ici, à côté, vous avez ce que la génomique en a prédit. Fait que, il y a des erreurs, là. C'est comme je vois trouver Charlie, là, mais il y en a. Mais généralement, vous allez voir que c'est la population d'à côté, là. C'est pas tellement loin. Fait que, au niveau du monde qui ont travaillé sur le projet, il y a eu pas mal de partenaires. Ça a été un des projets les plus fun que j'ai eu à faire dans ma carrière. Fait que, ça a été vraiment agréable. C'est les gens que j'aimerais remercier. Et aussi, c'est mon équipe. Fait que les gens qui ont travaillé là-dessus, il y a William, Julien que vous connaissiez, puis ensuite Isabelle et Alexandra, Mallory aussi, et Alexandra qui est à côté. Euh, J'imagine qu'on garde les questions pour la fin, là. OK. Ça ferait le tour de ma présentation rapide pour le projet Caribou. Si vous avez des questions, gardez-les en tête, je vais y répondre à la fin. Ma deuxième présentation, c'est de vous présenter Génovalia. Génovalia, c'est le centre de valorisation en génomique non humaine, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça vient d'une idée de fusion d'expertise à l'Université Laval qui contient l'expertise, comme vous avez ici, à l'Institut sur l'intelligence des données, à l'IBIS et aussi les capacités de stockage de Valeria. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on est capable à l'Université Laval d'avoir un centre d'expertise qui nous permettrait de valoriser ces choses-là. Présentement, Génovalia est constitué des gens présents à l'écran. Vous connaissez très bien Jérôme Laroche, qui est le coordonnateur de Génovalia. Julien Prunier, qui était dans mon équipe, que vous avez vu tantôt, qui là, présentement, il travaille pour Génovalia. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens en intelligence artificielle ne comprennent pas la génomique. Puis c'est difficile de faire le pont et le langage. D'avoir quelqu'un qui connaissait et qui était capable de faire des maths, c'était vraiment utile. En mettant Julien à l'interface entre les deux, ça l'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à sortir des nouvelles idées. On a Olivier Chouinard-Banville qui est au CRDM, qui, lui, c'est le gars d'IT, c'est le gars qui nous développe les portails, c'est lui qui met la sécurité, c'est lui qui s'occupe des accès. Marie-Josée Dupont, elle vient de se greffer, c'est une programmeur full stack, ça veut dire qu'elle programme en différents langages, puis elle va permettre de développer des logiciels, des API qui pourraient servir aux clients. Puis ensuite, mon co-directeur, c'est Philippe Després, un spécialiste justement en gestion de données, surtout en imagerie médicale. Il est très au fait de ce que ça prend pour gérer des données. On a eu des jalons importants. La première rencontre pour Génovalia a eu lieu entre Génome Québec et l'Université Laval à l'automne 2021. Ensuite de ça, il y a eu un premier financement de la phase 1 en avril 2022.
Comme vous voyez, c'était pour 1 an. Ça a duré finalement 2 ans parce que l'embauche du personnel, c'est pas mal plus long qu'on pense, là. Puis surtout les gens en bioinformatique et puis des spécialistes, ça commande un salaire qui est plus élevé que la charte salariale à l'université. Puis deuxièmement, sont difficiles à trouver. Ensuite, en février, on a une extension d'1 an. Puis ensuite, le 6 juin, ça c'est majeur, c'est que l'université, en fait, le CA de l'université a accepté que Genovalia héberge des données, pas de recherche. L'idée, c'est qu'on est capable présentement d'héberger des données qui proviendraient des ministères, qui proviendraient de l'industrie, qui proviendraient d'ailleurs que des projets de recherche. Ça, c'est là que je voulais aller du départ parce que je pense que 99 des données ne proviennent pas des projets de recherche. Je pense que l'industrie ont énormément de données. Pensez aux serres Savoura, là, ils en prennent en tabarouette des données dans les serres. Ces données-là ne sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas accès. Fait que, ensuite de ça, bon, on a eu de l'engagement envers l'université. On va avoir des gens qui vont travailler avec nous autres à la bibliothèque. Puis ensuite, on est en train de développer des ententes de gouvernance pour être capable de bien gérer ces données-là. Puis, en même temps, en parallèle, Génome Canada lançait un programme de smart farming là, pour les gaz à effet de serre. Puis, ils voulaient former un data hub à l'intérieur de ça. Data hub, Genovalia, on s'est dit, on va y aller. Fait que, ce qui arrive, c'est qu'on a eu cette subvention-là aussi, mais ce n'est pas nous autres qui sommes les leaders, ça vient de William Sao à Simon Fraser, qui lui avait Cancogene, c'était le consortium pour les virus, pour les séquences de virus de la COVID au Canada. Puis ensuite, il y a Michelle Edwards à Guelph, qui, elle c'est une archiviste qui a travaillé chez Stat Canada. Et elle travaille pour Agrifo. En fait, elle développe Agrifo Canada, qui est la même chose que Genovalia, mais à Guelph. Fait qu'on a aussi officialisé un partenariat, je vais revenir, avec Bento, qui est à l'Université McGill au mois d'octobre. Là, présentement, ben, c'est officiel depuis la semaine passée qu'il va y avoir une phase 2 de Genovalia, mais parlez-en pas à personne. Une des raisons pour laquelle je pense qu'on est assis au Québec sur une mine d'or qu'on n'a pas exploitée, c'est qu'il y a des infrastructures puis il y a des organisations au Québec qu'il n'y a pas dans les autres provinces. Entre autres, il y a des ministères partout, mais les centres d'expertise, il n'y en a pas dans les autres provinces, il y en a très peu. Puis ensuite de ça, on a des centres de transfert collégiaux. En fait, Agrinova et d'autres, comme vous voyez à l'écran, ils ont des fermes, ils sont capables de générer énormément de données. Puis on a un réseau québécois à recherche en agriculture durable. On a quand même des forces, sans compter que dans le secteur privé, il y en a beaucoup de données. Mais pourquoi ils ne sont pas disponibles? Il y a peut-être il n'y a pas d'option pour le faire. Les gens veulent garder les données privées. Ça, c'est clair. Le privé, là, on a fait des travaux que l'IMEL. L'IMEL ne veut pas que les données deviennent publiques, là. Sauf qu'il voudrait que tu y aies accès pour faire la recherche. Avec un contrat encadré, tu as le droit de faire ça avec les données et ne pas faire ça. Mais ils ne sont pas prêts à les mettre dans le domaine public. Mais ce n'est pas un problème, ça. L'idée, c'est qu'il faut juste encadrer la façon qu'on va stocker ces données-là. Il n'y a pas de standard, fait qu'il y a plein de monde qui ne sait pas comment stocker les données. Il n'y a pas de lexique, il n'y a pas de nomenclature bien définie. Puis ensuite, il n'y a pas vraiment d'incitatif. À quoi ça sert pourquoi stocker où je rende mes données publiques? Là, on le fait dans la grandeur d'âme pour l'open science, là, mais grosso modo, ça coûte de l'argent, stocker des données. Fait que allez-vous payer ça à long terme? Pendant combien de temps pour stocker des données pour en stocker? C'est là que le bas blesse, puis c'est là que les choses deviennent difficiles. Fait que, avec Genovalia, l'objectif, c'est qu'on veut rendre les jeux de données disponibles, mais aussi on veut faire comprendre, si vous êtes capable de m'aider là-dessus, ça me ferait plaisir, faire comprendre à la haute administration, c'est qu'en réalité, ça, c'est la bibliothèque du futur. Ça, c'est la bibliothèque 2.0. C'est que là, présentement, avant la bibliothèque, on a la bibliothèque à aller chercher de l'information pour comprendre. La bibliothèque était abonnée à des journaux. La bibliothèque payait. La bibliothèque, c'est supporté par l'université. Dans le fond, il n'y a pas aucun de nous autres qui paye la bibliothèque quand on va chercher un livre ou on va downloader un article. Mais c'est un peu le même principe. Je pense que lorsque l'Université Laval, ou peu importe, là, que ce soit l'Université Laval ou ailleurs, on a accès à des jeux de données avec des ententes encadrées, ça va devenir un carré de sable incroyable pour être capable de générer des nouvelles connaissances.
Là, ce que j'essaie de dire, c'est que ces nouvelles connaissances-là vont impliquer des nouveaux étudiants. Les nouveaux étudiants vont amener des transferts du MEIE. Fait qu'au final, ça ne coûtera rien à l'université. Si on est capable d'offrir un environnement qui va permettre le stockage de ces données-là. Fait que dans la phase 1, là, les 2 années qu'on a travaillé, l'idée, c'était, on avait 4 objectifs. Il fallait embaucher le monde, créer un portail, puis un système pour répondre aux clients. Après ça, créer un catalogue de données, puis ensuite faire une preuve de concept qu'on est capable de faire des analyses augmentées. Fait que le site web, il est là. J'ai entendu dire la semaine passée qu'il est lettre, mais bon, c'est le site qu'on a présentement. Le CRM fonctionne. Ensuite de ça, sauter tout de suite à l'activité 3. On est en train de développer des ententes de partage de données puis de gestion de données. Vraiment, pour avoir un cadre légal qui va permettre de rassurer les propriétaires des données. Puis là, ben, dans le fond, le catalogue de données, on va le faire comment? Puis le catalogue de données, là, des infrastructures pour stocker des données, il y en existe plein. Mais là, on est tombé sur Bento, qui était développé à l'Université de McGill par l'équipe de Guillaume Bourque. Et dans le fond des données, là, on peut faire un lac de données qui, vous pouvez appeler votre jeu de données test 1, 2, 3. Il n'y a rien que vous qui allez savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans. Ou on peut le structurer avec une nomenclature définie, avec des choses définies, dans un cadre défini. Évidemment, ça prend plus d'ouvrage. Fait que pour nous aider à structurer ça, ben, on a fait un choix qui est travailler avec l'équipe Bento pour, entre autres, le fait qu'eux viennent de recevoir une subvention de 15 millions de dollars des IRSC pour créer le Centre de génomique humaine au Canada. On fait de la génomique non humaine, nous, on fait de la génomique humaine. Fait que grosso modo, ils sont déjà en train de développer ça, puis ils ont une infrastructure. Les autres, ils ont 40 bioinformaticiens qui travaillent là-dessus. Les autres, vous avez vu, on est 4. Fait que, puis c'est pas moi qui va programmer, c'est sûr. Fait qu'en gros, on trouvait qu'il y avait un gros bénéfice. Puis deuxièmement, ben, c'est fait au Québec. Fait que pourquoi pas. Fait qu'on a établi une collaboration avec eux, puis c'est super fonctionnel, ça va très bien. Fait que là, dans le fond, vous voyez les outils qui sont déjà programmés, qui sont déjà là. Fait que ça a servi pour la biobanque québécoise pour la COVID. Ça rend les choses compatibles pour les principes FAIR. Fait que ça, tout va bien. Fait que là, présentement, on a 2 instances de Bento qui sont développées. On a un carré de sable en développement où est-ce qu'on teste la machine, puis éventuellement, mais on va le mettre en production. Puis vous qui avez des clients, les générateurs de données, vous pourriez éventuellement pouvoir stocker vos données là. Puis tout ça, c'est sous le parapluie de la DTI qui nous donne, dans le fond, protège le firewall, puis toutes les infrastructures de sécurité de l'université. Là, ensuite, au niveau de Valeria, bon, je fais un petit bémol. Là. Oui, on veut utiliser Valeria, mais ce n'est pas simple. Puis là, ben, on se penche aussi sur la question d'utiliser du cloud avec Amazon puis avec Azure. Fait que on est en développement de ce côté-là aussi. Fait que la technologie Bento, évidemment, c'est un catalogue qui ça permet de classer les choses puis de faire sortir de l'information, puis d'aller fouiller. Je ne veux pas que les données comme telles soient découvrables. Mais ce que je veux, c'est que si vous avez un moteur de recherche puis vous tapez Soya, mais au moins que les données de François ou de David, ça dit il existe à l'Université Laval un jeu de données de génomique de Soya. Veuillez contacter David ou François. Puis là, ben, à ce moment-là, vous ferez une entente avec eux puis vous ferez une collaboration avec ces gens-là. Fait que là, comme Bento est développé pour l'humain, ben, il n'y a pas beaucoup d'ailes, il n'y a pas beaucoup pas beaucoup de poils, il n'y a pas beaucoup, dans le fond, les données associées à la génomique non humaine ne peuvent pas être classées présentement. Fait que là, présentement, on est en train de développer, d'adapter Bento, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ailes chez les humains. Fait qu'à cause de ça, ben, il faut adapter la nomenclature de Bento en fonction des échantillons non humains. Fait que ça va aussi, il y a un moteur de recherche, il n'y a rien de. Ça tombe un peu bien parce que, comme vous le savez, les organismes subventionnaires demandent présentement des plans de gestion de données. Puis ça a sorti du NIH. Puis là, aujourd'hui, ben, les organismes vont tous les demander. Puis ben, on pense qu'on offre une super belle option à l'Université Laval, une solution pour que vous, les profs, soyez capables de marquer que vous avez des infrastructures capables de gérer les données avec des outils qui vont vous permettre de. Je pense que votre paragraphe va être bon. Votre paragraphe va être fort là-dessus.
Fait qu'ici, comme on avait eu aussi le besoin de démontrer notre capacité à faire de l'analyse IA, ben, on a eu à choisir 3 jeux de données. Donc, il y a eu un appel à tous qui a été fait. Il y a eu des gens, en fait, il y a un comité aviseur qui ont sélectionné 3 jeux de données. Les jeux de données sont ici qui ont été sélectionnés. Fait que Soyagène, BioSafe, puis un projet de pain blanc pour Ressources naturelles Canada. Là, ici, je vous présente un résumé des données que Julien m'a donné. Fait que je sais que les propriétaires des données sont là. Fait que je m'en excuse si je dis des niaiseries. Fait que le premier, c'était l'idée, c'était de prédire la performance en fonction de la génomique et du climat. Là, ben, c'est ce que j'ai eu de Julien. Fait qu'il y avait une description des jeux de données. Vous voyez ici les tests, le modèle conceptuel qui a été mis en place en prenant en considération le climat. Fait que je ne peux pas vous en dire vraiment plus que ça. Il m'a donné que, dans le fond, les corrélations entre la valeur prédite par la génomique et la valeur réelle étaient quand même très bons. Ça dit que le modèle est fort, puis ça permet, j'imagine, aux chercheurs d'être contents. Pour ce qui est de BioSafe, le problème, c'est de développer un modèle qui permettait de déterminer la provenance de l'animal en fonction des besoins pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Fait que ici, vous voyez le jeu de données, vous voyez le modèle, puis les tests qui ont été faits, même chose. Puis ben, l'idée, c'était que là, vous avez la provenance réelle en haut, puis vous avez la provenance prédite en bas, selon la génomique. Puis ce qu'ils se sont rendus compte aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin des 250 SNP avec 143, ça fonctionnait. Fait que aussi bien. Il y avait une capacité de déterminer si, parce qu'il y a 2 sous-espèces, une qui vole, une qui ne vole pas. Fait que celle qui ne vole pas est moins invasive que celle qui vole. On est capable à 100 de déterminer c'est laquelle. L'autre chose, c'était un projet de. Vous voyez le problème en haut, là, de déterminer la provenance du bois pour confirmer qu'il a été récolté sur un territoire appliquant des normes éco-responsables. Fait que là, on avait ce jeu de données-là là, avec 536 échantillons, à peu près 10 000 SNP, puis 111 provenances. Puis il y a une DAPC et une PCA standard qui a été faite pour essayer d'identifier les familles d'arbres. Puis ça ne fonctionne pas du tout. Fait qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment rien qui est sorti de là. Puis juste pendant une longue période, on a pensé à abandonner le projet parce qu'on s'est dit on est capable de rien faire. Là, ben, il y a quelqu'un qui a dit êtes-vous capable d'inférer des longitudes puis des latitudes avec la génomique? Je ne sais pas. Ça a été testé. Fait qu'en carré, vous avez la provenance réelle, puis le rond, c'est la provenance prédite. Fait que vous voyez que ça fonctionne. Puis des fois, vous avez un rond puis un carré tout seul. Là, des fois, ça ne fonctionne pas. Fait que, fait qu'il y a eu des modèles qui ont été testés. Vous les avez là. Mais ça ne fonctionne pas si mal. Fait que, avec ça, on a une imprécision à peu près de 350 km. Là. Pour moi, c'était énorme, mais apparemment que en termes de forêt, c'est pas si pire. Puis aussi, ce que vous voyez, là, il y a une grosse bosse là, à 1250 km. Puis là, si on pose des questions à savoir dans le jeu de données, là, il y aurait une bosse plus à 1200 qu'ailleurs. Fait que dans le fond, on est en train de regarder le jeu de données, voir s'il n'y a pas eu des problèmes d'étiquetage de certains échantillons. Fait que si ça serait ça serait vraiment bien. Fait que, fait que je ne peux pas vous en dire plus, ce n'est pas mon projet. Fait que pour la phase 2 de Genovalia, ce qu'on veut faire, c'est définir une liste de prix compétitive. Fait que là, présentement, l'objectif, c'est de stocker des données au prix de ce qu'on aimerait, c'est que ce soit au prix d'Azure, puis au prix que vous retrouverez si vous allez faire d'autres fournisseurs de services de stockage. Puis on veut mettre en place un portail pré-projet pour que les gens, parce que quand tu arrives à stocker des données, c'est le fun, un peu comme Brian fait avec les gens génomiques. C'est intéressant de rencontrer quelqu'un avant pour avoir une idée de ce que ça prend pour structurer des données. Tester des ententes de cadre aussi pour le dépôt. Comme je vous dis, on les a rédigées. Il faut les tester dans le vrai milieu. Puis on veut faire tester le système de tickets pour les clients. Puis développer une offre de formation. Ça va venir plus tard. On va travailler avec bioinformatics.ca, mais aussi Galaxy. Je sais que les bioinformaticiens sont allergiques à Galaxy parce que c'est une interface web, c'est cliquable, puis c'est pas programmable. Mais pour les gens qui ne programment pas, c'est agréable. Fait que là, je ne savais pas, mais il y a en fait le point d'entrée pour le consortium mondial international de Galaxy, le volet canadien, il est à Sherbrooke. Fait que Pierre-Étienne.
son nom de famille, je m'échappe. Fait que lui, ben, on l'a contacté, puis il serait super intéressé de travailler avec nous. Puis c'est super modulable, puis on va pouvoir monter, disons, une équipe qui fait tout le temps les mêmes analyses de routine, puis que ce n'est pas des bioinformaticiens, mais on pourrait utiliser la coquille de Galaxy, puis implémenter certains scripts que les gens pourraient faire chez eux. Fait que voici ce qu'il nous reste à faire. Là, il y en a quand même pas mal de travail. Fait que, et inclus dans le réseau que je vous parlais de tantôt. Puis, ben, ce que j'essaie de parler quand je rencontre les gens du vice-rectorat, c'est de dire qu'on va former plus de monde, on va être meilleur, puis éventuellement, on pourrait peut-être faire la même chose ou se coordonner avec d'autres bases de données comme Pulsar, INSPQ, Nutris, Prédis, et pourquoi pas tu sais, penser gros. Là. Fait que, éventuellement, et pourquoi pas l'une provinciale. Fait que là, présentement, j'ai fait du démarchage un peu auprès de l'École de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Puis le fait qu'on a le logo de l'Université Laval en haut cause des gros problèmes. Là. Parce que là, tu sais, dans le fond, les données de l'Université de Montréal, venir à l'Université Laval, tu sais, les carabins et le rouge et or, là, c'est pas juste sur le terrain de football. Fait que là, l'idée, là, c'est que j'ai demandé à l'Université Laval si on pouvait enlever le logo de l'Université Laval sur Genovalia, ils ne veulent rien savoir. Fait que là, je vais essayer de combattre ça différemment. C'est qu'on va rajouter le logo des partenaires. Fait qu'au lieu d'avoir enlevé le logo de l'Université Laval, on va mettre celui de l'Université de Montréal. Là, on verra ce qui va arriver. Fait que c'est des petites préoccupations. Et là-dessus, ça termine ma présentation. Puis je suis supposé répondre à vos questions sur les deux sujets. Merci beaucoup.